On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin aujourd'hui avec Karim Yayaoui, grand reporter à France 24. Bonjour Karim. Bonjour. Face à vous, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Afrique Magazine qui titre sur Gabon, le coup de la liberté, point d'interrogation. Point d'interrogation. Et le coup surtout COUP, comme le coup d'État qui a chassé Ali Bongo du pouvoir. Voilà, c'est à lire dans Afrique Magazine ce mois-ci. Au sommaire, aujourd'hui, dans On va plus loin, Israël et le Hamas continuent de s'accuser mutuellement après l'explosion d'un hôpital hier à Gaza. La déflagration qui aurait fait 471 morts selon le ministère de la Santé du groupe palestinien continue d'attiser la colère d'une partie du monde arabe. Manifestations à Beyrouth, Amman, Tunis ou encore Casablanca à l'instant. Pour Washington comme Tel Aviv, il s'agit bien d'une roquette palestinienne qui aurait raté sa cible. L'origine de l'explosion ne fait aucun doute pour Joe Biden. Le président américain l'a dit à l'occasion de sa visite sur place, tout en appelant au passage de l'aide humanitaire à Gaza. Israël autorise l'entrée, mais uniquement via l'Égypte, dont on attend la réponse. C'est tout de suite, on va plus loin. Empoignade autour d'un hôpital, celui d'Al-Harli à Gaza, détruit hier par une explosion. Depuis, le monde entier s'interroge sur le nombre de victimes, au moins 471, assure à ce stade le ministère de la Santé du Hamas, sur l'origine aussi de la déflagration, bombardement israélien ou bien roquette palestinienne qui aurait raté sa cible. L'opinion publique n'a pas attendu la réponse dans nombre de capitales où la colère s'exprime. Diane Schlinger pour France 2. Un énième tir dans le ciel de Gaza. Il est peu avant 19 h hier soir, on aperçoit comme une boule de feu. Puis quelques secondes plus tard, une explosion au sol. C'est un hôpital de Gaza qui est lourdement touché. L'horreur de cette nouvelle catastrophe humanitaire embrase les réseaux sociaux et la Cisjordanie, l'autre territoire où vivent des Palestiniens. Plusieurs mosquées appellent immédiatement à se rassembler. Des milliers de Palestiniens qui crient leur colère. Les civils n'ont nulle part où aller, à part dans les jardins et la cour de l'hôpital, et ils ont tous été tués. Et puis viennent les questions. Qui est responsable? Les images sont scrutées par les deux camps. Le chef du Hamas accuse Israël d'avoir frappé. J'appelle tous les peuples libres, les Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies à condamner clairement ce terrible massacre, ce meurtre de masse. Faux, répond l'armée israélienne. Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le djihad islamique est responsable du tir de roquette raté qui a touché l'hôpital à Gaza. Et ils disent avoir des preuves. Les Israéliens diffusent une conversation qu'ils présentent comme un échange entre deux membres du Hamas. Des mensonges éhontés selon le Hamas. Une certitude, c'est l'une des attaques les plus meurtrières à Gaza depuis le début du conflit. Et Joe Biden, en visite exceptionnelle à Tel Aviv aujourd'hui, appuie la version de son allié israélien, s'appuyant notamment sur ses propres données collectées par le département américain de la Défense. Il s'agit bien, selon lui, d'une roquette hors de contrôle tirée, je cite, par un groupe terroriste dans le territoire palestinien. Écoutez. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion qui a eu lieu hier à l'hôpital de Gaza. D'après ce que j'ai vu, il semble que ce soit l'autre partie qui l'ait commise, pas vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs. Direction Washington, à présent, on retrouve Mathieu Mabin pour France 24. Qu'est-ce qui permet, Mathieu, à Joe Biden d'être aussi catégorique sur l'origine de la frappe ? Alors, le Pentagone n'en fait pas mystère. Tous les moyens militaires américains engagés dans la région sont mis à la disposition de l'effort de guerre israélien. Inutile de revenir sur la présence de 2 porte-avions du groupe aéronaval, dont la présence vise essentiellement en une action dissuasive face à l'Iran. Mais il ne faut pas oublier les moyens de renseignement dont disposent les États-Unis au-dessus de Gaza, et notamment l'exploitation par toute forme de capteurs. On pense évidemment à l'imagerie satellite, mais pas seulement.
il y a un programme de partage du renseignement extrêmement vaste, je dirais unique en réalité, entre le Pentagone et le ministère de la Défense israélien au-dessus de Gaza. Cela signifie que les drones d'observation israéliens de conception américaine produisent de l'imagerie partagée avec le Pentagone, tout simplement. Pour être tout à fait clair, Israël possède bien des moyens d'exploitation de cette imagerie, mais moins performants que ceux des États-Unis. On touche là au sujet le plus secret de la défense des deux pays en réalité, mais il est confirmé en source ouverte néanmoins que le Pentagone dispose de logiciels et d'algorithmes performants pour exploiter la masse considérable d'images produites par les capteurs et surtout une capacité à donner un sens à ces captations. Vous connaissez la taille de Gaza pour les États-Unis. Observer chaque centimètre carré de l'enclave n'est plus un défi technique depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs ce qui a contraint la branche armée du Hamas à disparaître sous terre et à créer ce réseau de tunnels dont on parle beaucoup. Et donc concrètement, si Joe Biden souhaite savoir ce qui s'est passé dans l'enclave à une heure dite, l'administration américaine a les moyens de lui répondre rapidement. Depuis le 7 octobre, cette réalité est encore plus criante, évidemment, depuis que la Maison-Blanche s'est engagée à appuyer l'armée israélienne par tous les moyens existants. Aucun objet pyrotechnique décollant de la bande de Gaza n'échappe aux yeux et aux oreilles technologiques des agences américaines. Cela signifie que la trajectoire du projectile qui a frappé l'hôpital est connue de la Maison-Blanche. Merci Mathieu, vous restez avec nous. Ziad Limam, Joe Biden qui disculpe Israël, est-ce un élément fort ou bien à prendre avec précaution compte tenu du lien qui unit les deux pays? Franchement, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Dans les deux scénarios, il y a tellement d'incohérences ou de cohérences que les deux options sont possibles. Il faudrait une enquête internationale qui n'est évidemment pas possible, qui n'est hors d'état de nuire. Et de toute façon, les réseaux sociaux ont décidé de prendre le pas sur les journalistes, les politiques, etc. Et donc, tout ça j'allais dire, se prolifère sur la toile, des images, des trucs en faveur des uns, en faveur des autres. Donc je pense que Biden va en Israël, il fait un message assez fort quand même de soutien à Israël. Il envoie par ailleurs des messages secondaires à ceux qui seraient tentés de rentrer dans la bataille, je pense en particulier au Hezbollah et à l'Iran. Donc tout ça s'est exprimé plus ou moins publiquement et on espère que ce qu'il dit, il a vraiment les preuves tangibles que cette attaque serait liée à une fusée ou à une roquette palestinienne. Et puis il faut aussi se rendre compte que tout ça se joue dans une séquence extrêmement violente, c'est-à-dire que les bombardements sur les civils, le nombre de victimes. Donc on est dans un scénario où les émotions sont tellement fortes, où les images du bombardement de Gaza, enclave, sous blocus, sont très fortes aussi. Et donc l'opinion, elle n'est pas là même pour écouter. Oui. C'est-à-dire l'opinion a ses propres jugements sur ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Alors, il faut dire que l'autorité palestinienne, elle réclame une enquête de la Cour pénale internationale. Est-ce possible, est-ce nécessaire, Karim? Et même au-delà de la question de la responsabilité dans cette affaire, est-ce qu'il y aura de toute manière, je dirais, des conséquences qui vont au-delà de l'identité du fautif, Israël ou le Hamas, compte tenu du fait que cette expérience s'inscrit plus généralement dans une campagne de bombardement israélien, et alors même qu'on annonce comme imminente une opération terrestre israélienne à Gaza? Alors, de toute façon, quelle enquête en ce moment, quel enquêteur pour aller se rendre dans les débris de l'hôpital? C'est très difficile à imaginer. Et puis, comme dans toute enquête, on a besoin d'intervenir assez rapidement pour relever des preuves, pour faire des analyses. Tout ça, c'est totalement impossible, étant donné la situation qui prévaut à Gaza. Et puis, on a entendu Joe Biden expliquer avec assez de force et de sérénité, presque. C'est clair pour les Américains. C'est une roquette qui a été tirée par le djihad islamique. Mais finalement, ces paroles, si elles retentissent assez fort du côté d'Israël, elles ne sont pas du tout entendues par la communauté, par un certain nombre de pays arabes. Et puis, chacun y va de sa version. On a entendu cet extrait diffusé par les autorités israéliennes où on voit dialoguer deux hommes, prétendument, en tout cas, présumé du djihad islamique. Et ces quelques phrases ont été décortiquées dans tous les sens, certains expliquant que l'un d'entre eux n'avait pas un accent gazaoui, que c'était donc un montage. Donc chacun va finalement voir la réalité qu'il veut voir, et de toute façon les images
de cet hôpital, des morts et des blessés, submerge tout et dépasse de toute façon toutes les théories. Et finalement, c'est peut-être un moment charnière, tristement charnière, au niveau des opinions et des opinions arabes qui sont de plus en plus sévères et en ébullition. Oui, car dès hier, la colère a envahi nombre de villes du monde arabe et au-delà, des manifestants demandent des comptes à Israël et à leurs propres gouvernants qu'ils accusent de faiblesse, voire de complicité avec l'État hébreu. Reportage de Claire Duhamel et Luc Schrago, Proche-Orient. Depuis la frappe sur l'hôpital de Gaza qui a fait des centaines de victimes, le monde arabe s'embrase, à commencer par les territoires palestiniens. À Ramallah, des milliers de personnes sont réunies au cœur de la ville avec des manifestants de tous âges, de toutes conditions sociales. Ça fait des années que ça dure, la situation ne change pas à Gaza, personne ne dit rien, personne n'a de solution pour cette population. Et maintenant, il y a cette attaque sur les enfants, sur les femmes. C'est comme un génocide qui s'abat sur la nouvelle génération. J'ai beaucoup de familles à Gaza et c'est très difficile de communiquer avec eux parce qu'il n'y a pas de service de communication ou à peine, pas d'internet, pas d'électricité. Mais ces oncles et tantes qui vivent à Gaza, je ne les ai jamais rencontrés à cause de l'occupation israélienne. Des manifestations dans les territoires palestiniens, mais aussi dans le reste de la région. Au Liban, les violences ont éclaté en début de journée près de l'ambassade américaine de Beyrouth. Les autorités ont dispersé la foule avec du gaz lacrymogène. Mort à l'Amérique et mort à Israël, des slogans également scandés à Amman, car pour les manifestants, les deux États sont complices de la frappe sur l'hôpital gazaoui. Et là encore, la police a du mal à les contenir. À Tunis, enfin, la foule défile sur l'avenue Bourguiba avec des photos de Benyamin Netanyahou, représenté en terroriste, couvert de sang. Des manifestations qui s'expriment contre Israël, mais aussi ses alliés occidentaux, à l'ambassade américaine à Beyrouth, notamment, qui a été prise pour cible. Mathieu Mabin, est-ce qu'on craint les manifestations contre les représentations américaines à Washington, où vous vous trouvez ? Oui, d'ailleurs, le Pentagone et le département d'État s'est largement exprimé sur le sujet. On parlait tout à l'heure des porte-avions américains qui croisent désormais en Méditerranée orientale avec le groupe aéronaval. On parle également de 2000 Marines, ce qui est très certainement une communication minimaliste. Et on rappelle que parmi les spécialités du corps des Marines des États-Unis, il y a justement la protection des emprises diplomatiques américaines à l'étranger. C'est à ce corps à part de l'armée des États-Unis qu'il reviendra peut-être d'abord de monter la garde dans les ambassades et donc, le cas échéant, de les défendre jusqu'à l'évacuation du personnel consulaire si nécessaire. Le département d'État n'en fait d'ailleurs pas mystère. Des consignes de vigilance renforcées ont été envoyées aux représentations diplomatiques américaines dès le 7 octobre. Ziad Limam, les positions exprimées par Joe Biden aujourd'hui, est-ce qu'elles vont renforcer cette colère, d'après vous, de ce qu'on appelle peut-être abusivement la rue arabe ? Elles vont renforcer une conviction qui est déjà largement répandue, que les États-Unis ne sont pas le fair player. Vous savez, c'était la fameuse théorie du fair player entre Palestiniens et Israéliens, et que les Américains sont totalement alignés sur la position d'Israël, que ça soit militairement, etc. Sous l'annulation du sommet d'Amman, d'ailleurs. Oui, alors, voilà, oui, c'est un Rubik's Cube qui devient complexe. Oui. Le problème de la rue... En fait, les Américains et une bonne partie des Européens, enfin de l'Occident, on va dire, ne croient pas beaucoup en la capacité de cette rue arabe à inverser les données, sauf si elle inverse des données intérieures. C'est-à-dire si, par exemple, le trône de Jordanie serait mis en danger. Parce que franchement, pour que le roi de Jordanie prenne la décision d'annuler, quand même, la Jordanie est dépendante. C'est dépendante militairement, financièrement, de son alliance avec les États-Unis, de son intégration dans la région. Donc, on comprend qu'à ce point-là, le ressenti émotionnel de la rue est si fort qu'il est possible que certains régimes soient menacés. La deuxième chose, c'est que cette rue arabe met la pression sur les gens qui ont signé les accords d'Abraham.
Et donc, ce dossier-là aussi commence à tanguer parce qu'on ne voit pas comment, par exemple, les Saoudiens pourraient aujourd'hui faire un pas de plus dans la discussion sur un accord historique avec Israël. Et puis, il y a des vainqueurs qu'on ne soupçonnait pas. Vladimir Poutine, excusez-moi, pour tout le monde entier, je ne parle pas que des Arabes, pour les Suds globaux, comme on les appelle, pourquoi ce qui est valable pour l'Ukraine n'est pas valable pour les Palestiniens? Et donc, tous ceux qui étaient dans ce discours relativiste par rapport à la Russie et à Poutine, disaient, ben voilà, vous avez la preuve tangible que ce qui s'applique aux uns ne s'applique pas aux autres. Et l'autre vainqueur, malgré le risque, c'est l'Iran. L'Iran qui prouve encore une fois qu'on ne peut rien faire sans lui dans cette région, qui est très heureux de voir les accords d'Abraham torpillés, qui est très heureux de voir que cette situation est de nouveau remise à zéro. Alors, Biden a envoyé des messages, encore une fois, assez précis. Si vous allez au-delà de la ligne rouge, c'est la guerre. Et les Iraniens sont très prudents, ils savent très bien où sont les lignes rouges. Donc je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus loin que ça. Et il a envoyé un autre message dans un discours qu'il a fait aujourd'hui en disant « Nous avons vécu le 11 septembre, la colère, quelque part, la colère nous a emportés. Et je vous dis, en tant qu'ami et en tant qu'allié, faites attention. » Donc on voit bien à quel point les messages sont multiples, parce qu'au fond, l'objectif, c'est d'arriver, à contenir ce conflit là où il est pour les Américains, et deux, je pense que pour les Américains et les Israéliens, le deuxième objectif, c'est de liquider le Hamas dans la même dialectique qu'on a liquidé les autres mouvements islamistes, avec la nuance que Hamas terroriste, pas terroriste, ce qu'on voudra, c'est l'émanation d'un problème palestinien. Donc on peut détruire le Hamas. Je pense que ça va arriver, ils vont être durablement affaiblis, mais ça ne réglera pas la question palestinienne qui reste essentielle à Gaza ou en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés, qui reste essentielle à ce conflit. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Ziad Limam. L'Iran va-t-elle comprendre les jalons posés par les États-Unis aujourd'hui et donc éviter l'extension du conflit qu'on annonce depuis plusieurs jours, en la redoutant évidemment, Karim Yayaoui. Et puis, il y a aussi cette question effectivement de la pression des opinions publiques qui s'expriment à travers la rue aujourd'hui contre des constructions politiques à travers les accords d'Abraham, des rapprochements perçus parfois comme contre nature pour un certain nombre de pays. Et on le voit encore aujourd'hui même avec ces manifestations à Casablanca, au Maroc. Est-ce que c'est de nature, au-delà d'empêcher même un futur rapprochement entre Arabie Saoudite et Israël, à remettre en question ce qui a été négocié notamment sous le précédent mandat américain, celui de Donald Trump? Alors il faut souligner qu'un certain nombre d'opinions n'étaient déjà pas forcément favorables à ces accords d'Abraham. Mais tout de même, il y avait aussi un principe de réalité qui pouvait prévaloir, notamment du côté des Palestiniens, qui estimaient que ce n'était pas forcément une mauvaise chose, parce que ces nouveaux pays, il faut rappeler que le Bahreïn avait signé ces accords d'Abraham, mais avait demandé en retour qu'Israël cesse sa politique d'annexion en Cisjordanie. Alors ça n'a pas forcément été le cas, mais en tout cas, certains percevaient ces accords d'Abraham comme un levier éventuel sur lequel on pouvait appuyer. Mais tout ça est complètement balayé. Et au-delà de l'accord d'Abraham, Ziad le rappelait, notamment du côté de la Jordanie, la pression est immense, puisqu'il y a un accord de paix qui a été signé avec Israël. Et les manifestants, au-delà de réclamer la solidarité avec la bande de Gaza, remettent en cause cet accord. Et en Jordanie, théoriquement, on ne peut pas manifester. Mais on a bien senti du côté du pouvoir qu'il fallait laisser un petit peu de vapeur sortir de la cocotte minute. En tout cas, on est dans un moment assez périlleux, parce que les pouvoirs qui éventuellement pourraient être des éléments de stabilisation risquent à un moment eux-mêmes d'être déstabilisés. En Tunisie, que vous connaissez bien, Ziad Limam, on manifeste contre la France, qu'on perçoit comme trop proche du pouvoir israélien. Il y a un risque pour la France d'être effectivement vécue comme partie prenante de ce conflit aujourd'hui. Ce qu'exprime la France officielle est très clair, donc forcément c'est perçu comme étant dans le sillage des États-Unis, puisqu'on est toujours dans cette dialectique-là, on est dans le sillage des États-Unis, on a une opinion très très claire, on a des débats internes qui sont extrêmement brutaux en France, pour ceux qui les vivent aujourd'hui, sur les réseaux, dans les débats télévisés, c'est très très polarisé, donc on voit que c'est un sujet qui touche la France intimement. On a des mémoires, alors les nostalgiques du gaullisme vous parlent du fameux discours de De Gaulle ou de Chirac dans la vieille ville de Jérusalem en train d'essayer de montrer une certaine indépendance. Mais c'est très complexe pour la France, parce que la France a une communauté franco-musulmane très importante, elle a une communauté franco-juive en Israël et en France très importante. Donc des otages même aujourd'hui. Il y a des otages, il y a des victimes, voilà, donc il y a tout ce pathos.
Mais tout ça, ça s'inscrit aussi, moi je trouve, hein, dans un conflit qui se structure de plus en plus entre cet Occident, post-colonial et post-seconde guerre mondiale, avec ses instruments, son agrégation, et ces Sud globaux qui, d'une manière ou d'une autre, commencent tous à dire, alors avec des registres différents, selon leurs intérêts du moment, commencent tous à dire cette organisation planétaire, c'est plus possible. Et ce conflit s'intègre dans cette espèce de dichotomie profonde qu'on ressent tous les jours sur le terrain pour ceux qui voyagent dans ces Suds globaux. Encore une fois, il n'y a pas un Sud, il y a des Suds. Mais moi, je trouve qu'il y a véritablement une remise en cause de l'ordre qui a été mis en place. Et quand les Américains parlent maintenant, eh ben, on considère qu'ils sont juste les tenants d'un certain ordre. Et on voit moins le côté démocratie. Et puis en plus, il y a une démocratie en crise. Et on voit moins le côté liberté, on voit moins le côté pouvoir culturel. On voit cette espèce... Et puis... je m'arrête là, il y a des images qui ne sont pas si lointaines, hein. Les images de la débâcle afghane, c'est pas si loin que ça dans l'esprit de beaucoup de monde, c'est un peu là aussi, donc on voit à quel point tout ça est très éruptif, et je suis d'accord avec toi, c'est des moments extrêmement charnières où ça peut déraper dans tous les sens, et je pense que pour que Biden se déplace, c'est juste pour dire il ne faut pas qu'on aille au-delà d'un certain dérapage, et quelle que soit mon amitié et notre amitié de l'Amérique pour l'État d'Israël, il faut qu'on arrive à contenir ce conflit dans ses limites actuelles. Alors justement, pour illustrer votre propos à très court terme, hein, c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui Israël a fini par donner son accord à l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza. Mathieu, c'est le résultat justement de la visite de Biden pour contenir l'offensive israélienne qu'évoquait à l'instant Ziad Limam. Oui, bien entendu, et je dirais la diplomatie américaine dans son ensemble a participé à tout cela, puisque l'ouverture de Rafah était déjà l'une des priorités d'Anthony Blinken lors de son déplacement au Moyen-Orient ces derniers jours. Mais effectivement, c'est bien Joe Biden qui a enfoncé le clou et convaincu Benjamin Netanyahou de faire cette déclaration, d'adopter cette communication. Alors attention, on l'a dit à maintes reprises, mais il faut être parfaitement clair, et si on avait une carte sous les yeux, ce serait encore mieux. On parle bien du poste frontière de Rafah qui conduit au Sinaï en Égypte et où stationnent depuis plusieurs jours maintenant des convois de vivres et d'aide humanitaire pour Gaza. Cette déclaration du Premier ministre israélien constitue effectivement une avancée puisqu'il y a encore moins de 24 heures, le ministre de la Sécurité intérieure israélien déclarait que la seule chose qui devait entrer dans Gaza en ce moment, ce sont les centaines de tonnes de bombes larguées par l'armée israélienne. Ça vous donne le ton. Ce sont ces mots. Mais il y a évidemment à mettre un bémol à tout ça. Le feu vert d'Israël ne sert concrètement à rien si le seul maître de Rafah n'autorise pas l'ouverture du passage. Si le général Al-Sisi ne débloque pas la situation, en clair, le million de Gazaouis déplacés ces derniers jours compteront bientôt leur ration alimentaire. C'est d'ailleurs précisément de cela dont il devait être question entre Joe Biden et le président égyptien à Amman, et c'est en cela que la réussite du déplacement de Joe Biden à Jérusalem est toute relative finalement. Malgré les déclarations fortes que nous avons relayé à l'instant. Le point d'orgue de son déplacement n'était pas un énième témoignage de soutien à Israël, mais bel et bien l'ouverture d'un couloir humanitaire. Et oui, et cette réunion d'Amman qui n'aura pas eu lieu, Karim Yayaoui, l'Égypte va-t-elle autoriser l'ouverture du terminal de Rafah? Pourquoi d'ailleurs ne le fait-elle pas? L'Égypte, tout simplement, estime qu'elle ne laissera pas passer l'aide humanitaire. Elle laissera passer l'aide humanitaire, mais à ses conditions, parce qu'elle considère que ce point de passage est hautement sensible pour l'Égypte. Les Américains, eux, ont des ressortissants à évacuer. Ils n'y parviennent pas depuis plusieurs jours. Abdel Fattah el-Sisi est très inquiet d'une éventualité de voir des réfugiés palestiniens arriver du côté de l'Égypte. Il a même expliqué que pourquoi les Israéliens ne les accueillent pas dans l'immense désert du Negev. C'est tout de même assez hallucinant comme déclaration, mais il l'a eu. Il a aussi menacé en expliquant qu'il pourrait appeler des millions d'Égyptiens à aller battre le pavé pour manifester et défendre la position de l'Égypte. L'inquiétude aussi, c'est la menace terroriste pour l'Égypte. Et donc, ils verrouillent complètement ce point de passage de Rafah et veulent que l'aide humanitaire puisse passer de la façon la plus stricte possible. Alors, Joe Biden a annoncé aujourd'hui que l'aide humanitaire allait passer. En réalité, c'est quelque
quelque chose qui était déjà dans les tuyaux, puisque un certain nombre d'ONG, notamment le Croissant Rouge égyptien, avaient reçu l'ordre de quitter la ville de Harish, qui est un aéroport, pour se diriger à 40 km de là, du côté de ce point de passage de Rafah. Donc c'était quelque chose qui était déjà un peu dans les tuyaux, et évidemment Joe Biden l'a annoncé aujourd'hui, mais c'était une décision sans doute qui était déjà prise. Vous comprenez le blocage égyptien, Ziad Limam? Moi, je pense que Karim a répondu largement à la question, et je pense qu'il y a peut-être... parce que les Égyptiens ont bloqué Rafah depuis toujours. Donc il y a aussi, on ne va pas rentrer dans le détail de ces... Mais pas en permanence. Oui, mais bon, c'est quand même ils le perfiltré, ils auraient pu... Et effectivement, il y a la crainte d'avoir, etc. Et puis, je pense qu'il y a l'idée aussi de dire, c'est vous, Israël, qui contrôlez le point d'accès principal, qui est le terminal dont je viens d'oublier le nom. Erez, voilà. Et donc, prenez vos responsabilités. Les Israéliens disent, on ne prendra cette décision que quand on aura avancé sur un certain nombre de points militaires et aussi la question des otages. Donc bon, en gros, tout est bloqué et bon, il se passe aussi des choses aux Nations Unies dont on... Alors justement, j'allais évoquer, parce que très rapidement, les États-Unis qui ont donc opposé leur veto à une résolution du Brésil qui prévoyait, alors non pas un cessez-le-feu, mais des trêves humanitaires justement pour faire passer l'aide, voilà, au motif simplement qu'il ne mentionnait pas le droit d'Israël à se défendre, mais quand même, il pointait du doigt la responsabilité du Hamas. Ça vous surprend? C'est un double langage des États-Unis aujourd'hui qui, dans le même temps, appelle à l'aide humanitaire mais bloque la résolution? C'est le discours des États-Unis depuis le début de ce conflit, c'est-à-dire Israël a le droit de se défendre. Simplement, comme le disait Ziad, attention à ne pas être submergé par la rage. Je crois que c'est le terme de rage que Joe Biden a utilisé tout à l'heure. Donc ça s'inscrit dans un discours qui est celui des Américains depuis... Et ce qui est très symbolique, c'est que... Ça semble un peu dur. C'est pas la résolution russe qui bloque, c'est la résolution. C'est la raison. Ce qui est très symbolique, c'est le Brésil qui porte cette résolution. Encore, je vous parlais des Suds globaux, et je pense que l'opinion de ces Suds globaux va jouer aussi beaucoup, autant que les réseaux sociaux, et que ça va... Il y a un moment, tout ça va nous échapper ou se contrôler, et donc on est dans ce moment où on ne sait pas dans quelle partie ça va tomber. Et nous, on continue à observer le monde et à tenter de le décrypter comme on peut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ziad Limam d'Afrique Magazine, Karim Yayaoui, grand reporter ici même à France 24, et Mathieu Mabin qui était avec nous en duplex de Washington. Restez avec nous dans 3 minutes, un nouveau journal dans Paris Direct.